Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Nous sommes le samedi 20 mai 2023, ravis de vous retrouver, auditrices auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'information dont voici le grand titre. Persistance d'attaque à la machette en commune et province de Bururi. La sixième victime de cette barbarie humaine a été grièvement blessée la nuit de ce vendredi sur la colline Guanghon. La population de la localité demande aux autorités au pouvoir, surtout le président de la République, de sortir de son silence avant qu'il ne soit tard. Au sommaire également, le chef de la zone de Guegura en commune Muruta de la province de Kayanza a été malmené ce vendredi par les commerçants des boissons de la Blaroudi lors d'une activité de contrôle de la façon dont ces produits sont vendus dans différents bars de la localité. Dans cette édition, nous parlons également des victimes des inondations qui ont eu lieu il y a plus de 2 semaines en commune Nhega de la province de Kirundo qui demandent une assistance auprès des bienfaiteurs. Tout de suite les détails de cette édition. Je vous le disais en titre, la sixième personne a été grièvement blessée à la machette par des criminels la nuit de ce vendredi sur la sous-colline Guamiko de la colline Guanghona en commune Bururi. Nos sources dans cette localité indiquent que la victime est dans un état critique où elle est arrêtée dans l'hôpital de Bururi. L'un des présumés criminels est dans les mains de la police. La population de la province de Bururi demande aux autorités du pays, surtout le président de la République, de sortir de son silence avant qu'il ne soit tard. Les détails avec Marie-Ange Ilakoz. La victime s'appelle Marius Ndiwenishiga Tacheron. Il gagne sa vie en cultivant pour des particuliers. Il est originaire de la sous-colline Guamiko, colline Guanghona. Nous sommes en commune et en province Bururi. Nos sources à Guanghona font savoir que c'est vers 19h que des criminels armés de machettes ont attaqué Marius Ndiwenishiga alors qu'il rentrait chez lui. Les mêmes sources révèlent que la victime a été grièvement blessée et que un de ces malfaiteurs a par après été appréhendé. Franchement, ça nous fait très peur. On vient d'attaquer à la machette une personne sur la colline Guimhona. Des bourreaux l'ont grièvement blessé et il est dans un état très critique. Ces criminels étaient en groupe et étaient tous munis de machettes toutes neuves. Prions pour la province de Bururi, car ce qui se passe dépasse l'entendement. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière tous ces crimes opérés dans notre province. Nos sources en province Bururi font savoir que, n'eût été l'intervention de la police, les habitants allaient se faire justice eux-mêmes, car très remontés. La population était enragée et très en colère et a voulu en finir avec le criminel. Mais par chance, la police est intervenue à temps et a pu l'extirper des mains de la population qui avait juré de le découper en morceaux. Il y avait un grand bazar. Marius Ndiwenishiga est la 6e victime de ces criminels munis de machettes, et ce, à moins d'un mois. Toujours dans cette province de Bururi, le corps d'un homme nommé Joseph Nyonguru a été retrouvé dans un marais de Buranga, se trouvant sur la colline Burunga de la zone Gassanda. La victime était portée disparue depuis quelques jours. Des sources sur place révèlent que des grosses pierres avaient été disposées tout au long du corps de la victime. Inquiétés par ces criminalités qui prend de plus en plus de l'ampleur, les habitants de Bururi demandent au chef de l'État de sortir du silence et de prendre des mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Merci à toi, Marie-Ange Ilakoze. Les administratifs et les forces de l'ordre ne devraient pas rester silencieux sur l'insécurité qui prévaut en commune et province de Bururi, où se manifestent quotidiennement des camps d'assassinat ou des blessés à la machette. Réaction d'un ancien vice-président de la République. Frédéric Bambouguignouvila indique que cela se passe dans une période de querelle entre le président de la République et son ancien premier ministre, et de préciser que le pouvoir en place a une casquette qu'il donne à la province de Bururi. Cette question qui se pose aujourd'hui avec récurrence, j'ai entendu que à Bururi, des personnes sont tuées en leur coupant les têtes. Il y a eu des personnes qui ont été tuées quand ils rentraient chez eux ou qui ont été
blessés quand ils étaient chez eux. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que ces crimes sont des crimes isolés? Ce sont des crimes organisés? Si c'était des crimes isolés, pourquoi ne pas détecter la cause? Et si c'est organisé, qui est derrière cette organisation? Qui sont les membres de cette organisation? Quel est vraiment leur objectif? Ceci intervient dans un cadre peut-être précis où nous voyons qu'au niveau du pouvoir, il y a une certaine guerre entre deux titans du pouvoir, CNDD-FDD. Nous avons le président de la République et son ancien Premier ministre. Et cet ancien Premier ministre, visiblement, voudrait remplacer le président de la République au sommet de l'État. Donc, aujourd'hui, l'ancien Premier ministre vient d'être emprisonné, et certainement qu'il y a eu des réactions, ou en tout cas au niveau des groupes qui étaient le groupe de l'ancien Premier ministre. Le groupe du président doit être minoritaire parce que il vient d'entrer en fonction, il est en train de distribuer des postes via les décrets présidentiels. Ces hommes sont en train de chercher à s'enrichir, alors que l'ancien groupe, le groupe de feu président Nkurunziza, qui a comme chef de file l'ancien Premier ministre, sont des gens qui se sont enrichis suffisamment et qui doivent réagir et faire face à cela. C'est une guerre interne au sein du CNDD-FDD. Est-ce que ce que nous observons à Bururi fait partie, s'inscrit dans ce cadre? Nous nous posons des questions. Mais là aussi, il y a quand même des problèmes qui sont posés sur le terrain. La province de Bururi a été vue comme ceci, comme cela, par le parti CNDD-FDD. Il y a eu beaucoup de propos qui l'illustrent aussi. Et j'ai vu dans le passé, en 2015, quand on était attrapé dans telles circonstances, qu'on constatait qu'on était militaire, Tutsi de Bururi, là il n'avait pas d'excuse, on était exécuté. Est-ce que cela s'inscrit dans le prolongement de cette façon dont Bururi est vu? On peut se poser des questions. Troisièmement, pour peut-être terminer toutes les spéculations, les élucubrations que nous faisons autour du sujet, je crois que le pouvoir représenté à Bururi par le gouverneur de province et l'administrateur de la commune de Bururi devrait quand même s'asseoir et chercher à comprendre les motivations de ce comportement. Et le président de la République ne devrait pas ne pas suivre justement cette recherche de vérité et comprendre qui est à l'origine de ce genre de réaction. Frédéric Kebabouguinyumvira conseille à la population de la commune de Bururi de veiller à leur sécurité. Si cette situation perdure, les Burundais concluraient qu'il y a une main invisible de certaines autorités dans ces meurtres. À mon avis, je crois que les autorités peuvent elles aussi initier une recherche scientifique, quitte à ce qu'on puisse comprendre. Évidemment, il y a une partie essentielle dans tout cela, c'est bel et bien la population elle-même. La population ne doit pas se dire, voilà, puisque on n'est pas encore concerné, parce que des gens qui sont tués peuvent être responsables de ceci ou de cela, nous ne sommes pas concernés. Mais non, la population de Bururi devrait absolument comprendre qu'elle est concernée en son entièreté, parce que on ne sait pas qui va être choisi les heures qui vont suivre. C'est pour cette raison que j'invite la population à être vigilante, à organiser des rondes discrètes pour justement attraper éventuellement ces gens qui agissent dans l'ombre. Et s'ils attrapaient quelqu'un et qu'il représente à l'autorité, à la justice, et que l'autorité disait non ou que l'autorité ne cherchait pas à réagir conformément à la loi, alors là, cette population comprendra que à l'origine, il y a ces problèmes d'ordre politique, qu'il y a une raison soutenue par l'autorité. Et là, dans ces conditions, ça va être un casus belli entre l'autorité et la population. Voilà ce qui devrait être compris. Sinon, on ne peut pas continuer à accepter qu'il y ait un groupe qui se conduit comme ça, qui déstabilise la paix dans une province ou commune donnée,
alors que justement tout le monde est là et que l'autorité est là et que sa mission devrait être de tranquilliser la population et montrer les problèmes de fond qui peuvent empêcher la vie, qui peuvent empêcher la tranquillité de la population à la base. Je crois que l'autorité comprend notre interpellation et à bon entendeur, je salue. C'était Frédéric Wavugiyumvira, ancien vice-président de la République. Le chef de la zone Guegura en commune Muruta de la province de Kayanza a été malmené ce vendredi lors d'une activité de suivi et de contrôle de la façon dont les boissons de la Blaroudi sont vendus dans différents bars de la localité. Les habitants de la place déplorent le comportement du commissaire communal de police qui n'a rien fait pour le protéger alors qu'il était sur place. Les détails avec Hervé Mungé. Ce vendredi, le chef de zone Guegura faisait le tour des bars pour surveiller que les poissons Blaroudi qu'on venait d'apporter dans cette zone n'étaient pas en train d'être vendus à des prix élevés comme c'est le cas pour les autres jours dans cette zone. Notre source indique qu'une fois arrivé à un bar du prénommé Eric, un bar de son copropriétaire et le commissaire communal de police en commune Muruta, les habitants de la place, le chef de zone a intimé l'ordre à Eric de donner les boissons aux clients qui étaient sur place, car selon la même source, ils avaient caché ces boissons. Au lieu d'accéder à cette injonction, ils ont plutôt commencé à le malmener. Il était en train de faire le tour des bars pour voir si on respecte les prix officiels des boissons, mais dans le bar du prénommé Eric, il les avait cachés, refusant ainsi de les donner aux clients, car le chef de zone est entré pour les exiger de donner ces boissons aux consommateurs. C'est à ce moment qu'ils lui ont attaqué et l'ont bousculé en le frappant jusqu'à l'extérieur avant de les enfermer dans le bar sans rien donner aux clients. C'est toujours notre source, ce bar d'Eric, partagé avec le commissaire communal de Muruta, spécule toujours en vendant les boissons à un prix trop élevé. Il fait qu'il est d'habitude d'écrire le prix des boissons en vendant à un prix élevé. Il vendait par exemple une bouteille d'Amstel à 3500 francs burundais au lieu de 2500 francs burundais et le prix monte à 2500 francs burundais alors que le prix officiel est 2700 francs burundais. Les habitants de la zone indiquent qu'ils sont affligés par ce fait de malmener le chef de zone et demandent à l'administrateur de la commune Muruta de suivre de près cet incident afin que les responsables, tout comme ceux qui spéculent dans la vente des poissons, soient punis. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Audace Gachimana, l'administrateur de la commune Muruta, pour qu'il s'exprime là-dessus. Parlons justice à présent. La libération de Gérard Ndayisenga est une insulte aux familles des victimes des actes commis par cet ancien cadre du service des renseignements burundais. C'est l'analyse de maître Yves Runyagu qui indique que même son arrestation n'était que pour tromper l'opinion au moment où le nommé Gérard Ndayisenga a été cité dans plusieurs cas contre des propos du président de la République de faire prévaloir la justice. Suivez plutôt maître Yves Runyagu. Ce que nous pouvons dire à propos de la libération de M. Gérard Ndayisenga, qui est accusé de plusieurs meurtres, y compris celui d'Ofe Matata, c'est que c'est très regrettable que pareil criminel qui est connu de tout le monde ait été libéré comme ça. C'est vraiment une insulte même à la famille et aux victimes. Mais sur un autre plan, quelque part, ce n'est pas surprenant parce que tout le monde s'attendait justement à ce que cela arrive un jour. On savait dès le départ, dès son arrestation, que ce n'était que juste pour calmer l'opinion parce que c'était vraiment très flagrant, ça avait été trop évident que ce monsieur était impliqué dans l'assassinat de Matata et que justement il avait été cité à plusieurs reprises dans plusieurs cas de personnes qui étaient assassinées, de personnes qui étaient portées disparues. Donc c'est encore une fois très dommage qu'il ait été libéré comme ça, mais encore une fois je dirais que ça démontre que ce que le président de la République dit souvent, comme quoi il veut faire prévaloir la justice, ce n'est que dans les paroles, mais dans la pratique, l'attitude de couvrir les criminels, l'attitude de couvrir les gens qui ont travaillé avec le service national des renseignements ou la police dans les nombreux crimes que le gouvernement a été accusé, cette attitude-là demeure. Ça n'a pas encore disparu et c'est pourquoi j'incite la communauté nationale, la communauté internationale à constater encore une fois que ce qui est en train d'être dit et ce qui est en train d'être fait diffère profondément. Et c'est un appel à tous les
les défenseurs des droits humains, à la population en général, de continuer à veiller sur cet aspect des choses, sur le fonctionnement même de la justice qui est normalement le pilier de tout. Cette justice burundaise accuse encore une fois de nombreuses lacunes et je pense que le chemin est encore très très long et aussi longtemps que justement cette culture d'impunité demeurera. Personne ne peut vraiment espérer qu'il y aura le développement du Burundi, personne ne peut espérer qu'il pourra dormir sereinement et se réveiller le matin sans aucun souci. Même quand la justice a l'occasion, comme celle-là, de montrer qu'elle est prête à changer dans le sens positif et elle ne le fait pas. Quelque part, c'est incompréhensible. Je pense que ça devrait se faire autrement. C'était Maître Yves Runyago. Après une petite transition, nous parlons de nouvelles de la société. Les victimes des inondations qui ont eu lieu il y a plus de 2 semaines en commune Ntega de la province de Kirundo demandent une assistance auprès des bienfaiteurs. Ces victimes dénoncent également certaines irrégularités qui ont entaché l'unique octroi d'aide qu'elles ont bénéficié. Le point avec Eloge Diveremesh. Des agriculteurs de différentes collines de la commune Ntega, en province Kirundo, vivent dans la désolation totale après les récentes inondations qui ont endommagé tous leurs champs. À plus de 2 semaines de ces inondations, ces habitants signalent qu'ils ont été assistés une seule fois. Une aide donnée par la PAM ont-ils été signifiés par l'administration. Désespérée, la demande d'une assistance est sur toutes les lèvres, d'autant plus que la majorité vivait de l'agriculture. Malgré leur désespoir, certains d'entre eux n'hésitent pas de dénoncer des lacunes qui se sont manifestées lors de la distribution de la première aide aux victimes. Cette aide n'a pas été donnée à toutes les victimes, indique cet habitant de la colline Nyemera qui attendait une récolte d'une tonne de riz pour cette saison. Nous vivons avec un sentiment de désespoir vraiment difficile à expliquer. On nous a demandé d'aller se faire inscrire afin d'être assistés. Mais ce qui nous a étonné le jour de la distribution des aides, l'administrateur a dit que ceux qui avaient perdu beaucoup de choses allaient être assistés. Un discours qui nous a choqués car la rivière n'a pas choisi les champs des personnes à inonder. Un autre effet est également dénoncé. La description de cette aide aux non-victimes révèle toujours nos sources. Nous n'avons pas pu joindre par téléphone l'administrateur communal de Ntega, Pierre Claver Mbanzabugabo, pour recueillir sa réaction. Actuellement, ces habitants de la commune de Ntega craignent une famine et s'inquiètent pour leur avenir qu'ils qualifient d'incertain. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA disent qu'ils n'obtenaient des revenus que grâce à l'agriculture du riz. De Kirundo cap sur Gitega pour parler du prix du ticket de transport qui a été multiplié par 2 dans cette province comparé au prix des derniers jours. La pénurie répétitive du carburant reste l'unique des causes majeures de cette hausse des prix pour le transport, selon la population de Gitega. Dani Claire Ilatouva nous en dit plus. Du jour au lendemain, le transport en commun devient un casse-tête en province Gitega. La population sur place indique que la majorité préfère abandonner certains voyages. Ce vendredi, par exemple, pour le déplacement Gitega-Bujumbura, l'on payait 15 000 francs dans un minibus type IAS. Mais là aussi, réussir à trouver ce déplacement, c'était pour les plus chanceux. Pour ce trajet, on paie normalement 8 000 francs. Sinon, pour ceux qui prennent les taxis du type Probox, le prix était de 20 000 francs burundais, alors que d'habitude, le prix ne dépassait pas 10 000 francs. Comme certains habitants de la province Gitega l'ont révélé à la RPA, c'est le manque criant du carburant qui est à l'origine de toutes ces perturbations. Aujourd'hui, au marché noir, l'on achète à 15 000 francs un litre d'essence. Les propriétaires des véhicules, que ce soit ceux affectés dans le secteur du transport en commun ou ceux d'affaires et promenades, ont dû abandonner leurs véhicules dans le parking. Les faire sortir, selon nos sources, c'est pour des déplacements vers des cérémonies ou d'autres affaires dans lesquelles l'on joue un rôle indispensable. Les conséquences liées à cette pénurie du carburant ne se limitent pas seulement à la hausse du prix pour le transport, comme le fait savoir nos sources à Gitega. D'autres activités ont été également paralysées. Parmi ces activités, nos sources soulignent le commerce, de même que les retards au travail et dans d'autres activités sociales. Même en province de Rumongue, la situation se complique de plus en plus. Le prix du ticket a presque triplé. La population demande l'intervention rapide du gouvernement pour résoudre la problématique du carburant.
Le point avec Emmanuel Nyungeko. En province de Rumongue, les tickets pour les déplacements ont augmenté aussi bien pour les déplacements à l'intérieur de la province que pour ceux vers d'autres provinces. Pour les déplacements à l'intérieur de la province, le moyen de déplacement le plus disponible aujourd'hui, c'est la moto. Les prix ont passé du simple au triple, comme le témoigne notre source. On est en train de payer 5 000 francs, soit une augmentation de 3 000 francs. Pour le projet qui coûtait 1 000 francs, on est en train de payer 2 500 francs. Le Mongue Karonda, on payait 2 500 francs, mais aujourd'hui on paie 4 000 francs. Pour essayer de réduire les dépenses, les voyageurs à moto préfèrent y aller à 2 ou même à 3. De cette façon, ils partagent le prix à payer. Pour des personnes, on exige 3 500 francs par personne, ce qui revient à dire qu'ils payent 7 000 francs. À 3, vous payez 10 500 francs. Le Mongue Karonda, c'est 5 000 pour une seule personne, mais à 2, on vous exige de payer 6 000 francs. Cette situation profite aux policiers. Pour chaque moto qui transporte plus d'un passager, ils exigent 2 000 francs. Pour chaque moto qui transporte plus d'une personne, tu dois te préparer à verser 2 000 francs aux policiers. Même pour toi ou 4, c'est 2 000 francs. Vous comprenez que c'est grave. À Rumongue, un litre d'essence coûte aujourd'hui 14 000 francs. La population craint que ce prix ne continue à augmenter si rien n'est fait dans l'immédiat. Selon nos sources, chaque fois que les stations-service sont approvisionnées, elles sont vidées et c'est le même carburant qui sera peu après vendu au marché noir. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, c'est le moment des mini-magazines au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur le processus de la mise en place de la loi sur l'accès à l'information et aux documents initiée en 2011. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Ninaz. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'initiative de la mise en place d'une loi sur l'accès à l'information et des documents a été l'une des recommandations proposées pendant les États généraux de la communication et des médias de 2011, soit 12 ans après. Cet avant-projet de loi est toujours dans le plan d'action du ministère en charge de l'information. Quelle a été au départ la philosophie de cette loi? La rétention de l'information pendant toute cette période aurait-elle privé le droit à l'information à ceux qui en consomment? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 20 mai 2023. À la présentation, Eddie Claude Ninazwe, bienvenue. Pour bien comprendre le sujet, la synergie des médias a approché le journaliste et consultant Athanas Kalaenga qui faisait partie des facilitateurs dans ces premiers états généraux de la communication de mars 2011. D'où est venue l'idée de ce concept? L'idée, c'était d'améliorer l'accès des citoyens burundais à l'information publique. Le citoyen a le droit de savoir, de tout savoir, de savoir quels sont les projets du gouvernement, quelles sont les difficultés que le gouvernement rencontre dans la mise en œuvre de telle ou telle mesure, quels sont les débats qui sont au Parlement, quels sont les procès les plus en vue, par exemple, qui impliquent le détournement de fonds, quels sont les marchés pour les matières premières, les marchés du café, du thé. Donc, le citoyen a le droit de savoir tout ce que le gouvernement fait, le ministère, mais aussi les communes, les provinces, toutes les institutions, toute l'administration. C'est un droit. Et c'est pour ça que le gouvernement à l'époque avait accepté qu'il y ait ces états généraux des médias de la communication et que cette loi qui facilite l'accès des journalistes à toutes les institutions de la République puisse fournir aux citoyens une information riche, variée, de qualité et surtout une information qui donne aux citoyens la connaissance de la plus proche possible de la réalité, de la gestion de son pays. L'absence de cette loi portant l'accès à l'information et aux documents administratifs aurait quel impact sur les consommateurs de l'information? Quand cette loi n'est pas mise en pratique, n'est pas mise en avant, l'impact est désastreux. Et au Burundi,
on le voit tous les jours, il y a beaucoup de crimes, beaucoup de personnes emprisonnées, beaucoup de détournements qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas sanctionnés, qui ne sont pas jugés. Il y a toujours des milliers de Burundais qui sont en prison. Il y a des cas typiques. Clément Nkurunziza qui est emprisonné en Burundi depuis 5 ans et qui n'a jamais eu la possibilité de plaider. Vous avez aussi une journaliste emprisonnée. Vous avez le docteur Sahabo. Ça, c'est des cas emblématiques. Mais il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil. Il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil extérieur dans les pays voisins, mais aussi en exil intérieur. Donc, tout ça devrait être objet d'enquête, d'investigation, de débat dans les médias, pour que nos citoyens sachent pourquoi on emprisonne telle personne, pourquoi on exile telle personne, quel est l'intérêt du gouvernement de prendre une décision, par exemple, concernant la démission du général Guillaume Bourgogne, est-ce qu'on lui reproche seulement des infractions, des crimes économiques, ou est-ce qu'on lui reproche projet de coup d'État seulement, ou bien est-ce qu'il y a des crimes de sang dans lesquels son nom a été mêlé? C'est tout ça qu'il faut remettre en cause pour que le citoyen soit au centre, au cœur de cette démarche, de cette recherche de l'information. Pour Athanas Kalayenga, l'absence de cette loi sur l'accès à l'information est conséquente à la mauvaise volonté du gouvernement. Dans une interview accordée au journal en ligne Iwachu, Aloïs Hazio, directeur des médias, réaffirme la volonté du ministère de l'Information qui veut que tout le monde ait accès à l'information, mais indique que le ministère de l'Information veut que tous les citoyens donnent leur contribution à travers des échanges avant son adoption et sa promulgation. Pour Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, une organisation qui œuvre dans le domaine de la bonne gouvernance, la mise en place de cette loi est extrêmement importante car c'est l'un des indicateurs utilisés pour mesurer la bonne gouvernance d'un État. Cette loi contribuera également dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Eddie Claudelina Azoué. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Eddie Claudelina Azoué. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onedime Dushimagi. Bon week-end à tous.